L'éveil des songes représente un domaine d'étude profond et complexe, dont les ramifications s'étendent à travers la psychologie, la neurologie, la philosophie et même certaines disciplines artistiques. Pour aborder ce sujet avec la rigueur nécessaire, il convient de le décomposer en plusieurs axes, chacun explorant une facette de cette expérience humaine universelle. Historiquement, l'interprétation des rêves a fasciné les civilisations depuis l'Antiquité. Des papyrus égyptiens aux tablettes sumériennes, en passant par les textes grecs et romains, les songes étaient souvent considérés comme des messages divins, des prédictions ou des avertissements. Les prêtres, les chamans et les oracles détenaient le monopole de leur décryptage, conférant à cette pratique un statut sacré et ésotérique. Le rêve était alors une fenêtre ouverte sur un monde transcendant, un pont entre le mortel et l'immortel. La Bible elle-même regorge d'exemples de rêves prophétiques, de Joseph à Daniel, soulignant leur importance dans le récit sacré. Avec l'avènement de la pensée rationnelle et scientifique, l'approche des songes a évolué. Au XVIIIe siècle, l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert tendait déjà à rejeter les interprétations superstitieuses pour privilégier une explication physiologique ou psychologique, même si les connaissances de l'époque restaient rudimentaires. La médecine naissante commençait à envisager le rêve comme un produit de l'activité cérébrale sans pour autant en comprendre les mécanismes sous-jacents. C'est véritablement au tournant du XXe siècle que l'étude des rêves a pris un tournant décisif avec la psychanalyse. Sigmund Freud, avec son ouvrage fondateur « L'interprétation des rêves », publié en 1899, a révolutionné la compréhension moderne des songes. Pour Freud, le rêve est la voie royale vers l'inconscient. Il propose une distinction fondamentale entre le contenu manifeste du rêve, ce dont le rêveur se souvient, et son contenu latent, le sens véritable et souvent refoulé. Le travail du rêve, selon Freud, consiste en une série de mécanismes de déformation et de censure, la condensation, le déplacement, la figuration et la symbolisation. Le rêve est alors un compromis, une tentative de satisfaire des désirs inconscients tout en contournant la censure du surmoi. Les symboles oniriques, loin d'être universels, sont plutôt liés à l'histoire personnelle de l'individu, bien que Freud ait identifié certains symboles récurrents qu'il considérait comme plus archaïques ou universels, notamment ceux à connotation sexuelle. La persistance de certains désirs infantiles, les traumatismes refoulés, les conflits internes trouveraient ainsi une expression déguisée dans le tissu onirique. Carl Gustav Jung, élève puis dissident de Freud, a proposé une approche complémentaire et divergente. Alors que Freud insistait sur l'inconscient personnel, Jung a introduit le concept d'inconscient collectif. Cet inconscient collectif est constitué d'archétypes, des formes universelles et primordiales d'expérience et de représentation. Les archétypes, comme l'anima animus, l'ombre, le soi, le héros ou la mère, se manifestent dans les rêves sous des formes symboliques et mythologiques. Pour Jung, le rêve n'est pas seulement un camouflage de désirs refoulés, mais aussi un processus de compensation et d'individuation. Il vise à restaurer l'équilibre psychique et à guider l'individu vers la réalisation de son soi, son centre psychique total. Les rêves peuvent anticiper des événements, révéler des intuitions et fournir des orientations pour la vie éveillée. L'interprétation jungienne est donc moins réductrice et plus orientée vers la croissance et l'intégration des différentes facettes de la personnalité. Les grands récits mythologiques et les contes de fées sont, pour Jung, des expressions de ces archétypes universels qui se retrouvent également dans les productions oniriques individuelles. Au-delà des approches psychanalytiques, les neurosciences ont apporté un éclairage nouveau sur l'éveil des songes. Grâce aux avancées en électroencéphalographie, EEG, et à l'imagerie cérébrale, les chercheurs ont pu identifier les différentes phases du sommeil et les activités cérébrales associées. Le sommeil est divisé en plusieurs stades, dont le sommeil paradoxal, également connu sous le nom de sommeil REM, est particulièrement associé aux rêves vifs et mémorables. Pendant le sommeil paradoxal, l'activité cérébrale est intense, comparable à celle de l'éveil, tandis que le corps est en état d'atonie musculaire, empêchant l'individu de jouer ses rêves. Des structures cérébrales spécifiques, comme le pont et le cortex préfrontal, sont impliquées dans la génération et le traitement des informations oniriques. L'hypothèse de l'activation synthèse, proposée par Robson et McCarley dans les années 1970, suggère que les rêves sont le résultat d'une activation aléatoire des circuits neuronaux dans le tronc cérébral, suivie d'une tentative du cortex cérébral de synthétiser ces signaux incohérents en un récit cohérent. Selon cette théorie, les rêves n'auraient pas de signification psychologique profonde, intrinsèque, mais seraient plutôt des produits secondaires de l'activité neuronale nocturne.
Cependant, des recherches plus récentes ont nuancé cette vision, reconnaissant que même si l'activation est aléatoire, la manière dont le cerveau synthétise ces informations est influencée par les expériences, les émotions et les préoccupations de l'individu. D'autres théories neuroscientifiques postulent que le rêve joue un rôle crucial dans la consolidation de la mémoire, l'apprentissage et la régulation émotionnelle. Pendant le sommeil, le cerveau rejouerait et réorganiserait les informations acquises pendant la journée, renforçant les connexions synaptiques importantes et éliminant celles qui sont superflues. Les rêves pourraient également servir de simulateurs de menaces, permettant au cerveau de s'exercer à réagir à des situations dangereuses dans un environnement sûr. La dimension émotionnelle des rêves est particulièrement notable, les émotions intenses étant souvent amplifiées, ce qui pourrait aider à leur traitement et à l'intégration. La phénoménologie des rêves offre une autre perspective. Elle s'intéresse à l'expérience subjective du rêveur, à la manière dont il perçoit et vit son rêve. Les rêves lucides en sont un exemple frappant. Dans un rêve lucide, le rêveur est conscient qu'il est en train de rêver et peut parfois exercer un certain degré de contrôle sur le déroulement du rêve. Ce phénomène, étudié depuis des années, notamment par Stéphane Laberge, a des implications pour la compréhension de la conscience et de la plasticité du cerveau. Les techniques pour induire des rêves lucides, comme le MILD, Mnemonic Induction of Lucid Dreams, ou le WBTB, Wake Back to Bed, sont devenues populaires parmi ceux qui cherchent à activement explorer leur monde onirique. L'étude des rêves lucides remet en question la frontière entre l'éveil et le sommeil, suggérant qu'une continuité de la conscience à travers ces états. Les implications culturelles et artistiques de l'éveil des songes sont également immenses. Les rêves ont inspiré d'innombrables œuvres d'art, de la littérature à la peinture en passant par la musique et le cinéma. Le surréalisme, mouvement artistique majeur du XXe siècle, a fait du rêve et de l'inconscient sa principale source d'inspiration. Des artistes comme Salvador Dali et René Magritte ont cherché à représenter visuellement les paysages oniriques, les juxtapositions étranges et les logiques paradoxales propres aux rêves. La littérature, de Shakespeare à Kafka, a également exploré les profondeurs de l'imaginaire nocturne, souvent pour révéler des vérités cachées ou des angoisses existentielles. Les mythes et les légendes de toutes les cultures sont intrinsèquement liés aux motifs oniriques, témoignant de l'universalité de cette expérience humaine. En philosophie, le rêve a soulevé des questions fondamentales sur la nature de la réalité et de la connaissance. Descartes, dans ses méditations métaphysiques, a utilisé l'argument du rêve pour douter de l'existence du monde extérieur. Si l'on ne peut pas distinguer de manière fiable le rêve de la réalité, comment être certain que l'on ne rêve pas en ce moment même ? Cette interrogation a stimulé des débats sur la fiabilité de nos sens et la nature de la conscience. Bien que la philosophie moderne ait trouvé des moyens de contourner ce scepticisme radical, la question du rêve demeure une source d'interrogation sur la perception et la vérité. Le sommeil et les rêves jouent également un rôle crucial dans le bien-être psychologique. Les troubles du sommeil, tels que l'insomnie, les apnées du sommeil ou la narcolepsie, ont des conséquences importantes sur la qualité de vie, la santé mentale et physique. Les cauchemars récurrents peuvent être le symptôme de stress post-traumatique ou d'autres troubles anxieux. Comprendre les mécanismes des rêves et leur lien avec notre état de veille peut donc avoir des applications thérapeutiques, par exemple dans la thérapie des cauchemars ou l'utilisation des rêves dans le cadre de psychothérapie. La prise en compte des contenus oniriques pourrait ainsi fournir des indices précieux sur les préoccupations inconscientes ou les conflits non résolus d'un individu, permettant ainsi d'orienter le travail thérapeutique. Finalement, l'éveil des songes n'est pas seulement un phénomène physiologique ou psychologique, c'est une expérience existentielle fondamentale qui nous confronte à la richesse et à la complexité de notre vie intérieure. Il nous rappelle que la réalité n'est pas toujours ce qu'elle semble être et que notre esprit est capable de créer des mondes entiers pendant que notre corps repose. L'étude continue des rêves, qu'elle soit scientifique, psychanalytique, philosophique ou artistique, est essentielle pour approfondir notre compréhension de la conscience humaine et de la condition humaine elle-même. Les zones d'ombre persistent, notamment en ce qui concerne la fonction exacte de chaque type de rêve, l'intégration des théories neuroscientifiques avec les approches psychologiques, ou encore les mécanismes précis de la créativité onirique. Le champ reste ouvert à des découvertes futures et chaque nouvelle approche apporte sa pierre à l'édifice de la connaissance sur ce phénomène intime et universel qu'est le rêve. Les rêveries, phénomène intrinsèque à l'expérience humaine, constituent un domaine d'investigation fascinant. Un véritable voyage au cœur de l'imaginaire. Il ne s'agit pas d'un simple vagabondage de l'esprit, mais d'un processus cognitif complexe, un état altéré de conscience qui se manifeste par la production spontanée de pensées, d'images, de sensations et d'émotions, souvent déconnectées de la réalité immédiate. Ce phénomène, universellement partagé, transcende les cultures et les époques, témoignant de sa profonde ancrage dans la psyché humaine. La nature des rêveries est multifacette.
Elles peuvent prendre la forme de scénarios élaborés, de narrations internes, où l'individu est à la fois l'auteur et le protagoniste. Ces récits mentaux peuvent s'inspirer d'expériences passées, de désirs inassouvis, de craintes latentes ou d'aspirations profondes. Elles sont souvent caractérisées par une certaine fluidité, une absence de contraintes logiques strictes, permettant des associations d'idées inattendues et des constructions imaginaires audacieuses. La pensée divergente trouve dans la rêverie un terrain fertile, où les frontières de la réalité sont temporairement suspendues. L'étude des rêveries s'inscrit dans le cadre plus large de la psychologie cognitive et des neurosciences. Des recherches ont mis en évidence l'activation de réseaux neuronaux spécifiques pendant les épisodes de rêverie, notamment le réseau du mode par défaut, DMN, une constellation de régions cérébrales qui s'active lorsque l'esprit n'est pas engagé dans une tâche externe spécifique. Ce réseau est impliqué dans des fonctions telles que la réflexion sur soi, la planification future, la mémoire autobiographique et la compréhension des états mentaux d'autrui. La corrélation entre l'activation du DMN et la rêverie suggère que ce processus n'est pas une simple inactivité cérébrale, mais un état de traitement de l'information intrinsèque et fondamental. Les fonctions attribuées aux rêveries sont multiples et font l'objet de débats scientifiques. Une hypothèse prépondérante est celle de leur rôle dans la régulation émotionnelle. La rêverie peut servir de soupape de décompression, permettant à l'individu de gérer des émotions difficiles, de revivre des expériences traumatisantes sous un angle plus contrôlé, ou de se projeter dans des situations plus gratifiantes. Elle offre un espace psychique où les conflits internes peuvent être explorés et, potentiellement, résolus, sans les contraintes et les conséquences du monde extérieur. En outre, la rêverie est souvent associée à la créativité et à la résolution de problèmes. En permettant à l'esprit de vagabonder librement, elle favorise la génération d'idées nouvelles, l'établissement de connexions inattendues entre des concepts apparemment disparates. De nombreux artistes, écrivains et scientifiques ont rapporté que leurs plus grandes inspirations ou découvertes sont survenues pendant des moments de rêverie, lorsque leur esprit n'était pas activement concentré sur une tâche spécifique. C'est dans ce terreau fertile que peuvent germer des solutions innovantes à des problèmes complexes ou l'émergence d'œuvres artistiques originales. La distinction entre la rêverie consciente et l'état de rêve nocturne est cruciale. Si les deux partagent une dimension imaginaire et une certaine déconnexion de la réalité objective, la rêverie se produit à l'état de veille et conserve généralement un certain degré de conscience et de contrôle sur le contenu mental. Le rêve, en revanche, se déroule pendant le sommeil et est caractérisé par une perte de conscience et un contrôle minimal sur ses déroulements. Néanmoins, des ponts existent entre ces deux états, avec des thèmes, des symboles et des émotions pouvant se manifester dans l'un et l'autre. L'étude comparative de ces phénomènes offre des perspectives sur les mécanismes sous-jacents de la cognition humaine. D'un point de vue évolutif, la capacité à la rêverie pourrait avoir conféré des avantages adaptatifs. La projection mentale dans l'avenir, la simulation de scénarios sociaux complexes, la planification d'actions futures sont autant de fonctions potentiellement facilitées par la rêverie. Cette capacité à l'anticipation mentale et à la simulation d'expériences peut avoir joué un rôle dans la survie et le développement des sociétés humaines, en permettant une meilleure préparation aux défis et aux opportunités de l'environnement. L'impact des rêveries sur la vie quotidienne est perceptible. Elles peuvent influencer nos humeurs, nos décisions, nos motivations. Des rêveries positives et constructives peuvent renforcer l'estime de soi, stimuler l'optimisme et favoriser la résilience. A l'inverse, des rêveries récurrentes et sombres, axées sur l'échec ou la victimisation, peuvent contribuer à des états d'anxiété ou de dépression. La régulation de la rêverie, sa capacité à la canaliser vers des objectifs constructifs, représente un enjeu pour le bien-être psychologique. L'exploration des rêveries peut également être abordée sous l'angle philosophique. Des penseurs comme Gaston Bachelard, avec ses travaux sur la poétique de la rêverie, ont mis en lumière la richesse symbolique et l'importance existentielle de ces états mentaux. Bachelard a souligné comment les rêveries s'articulent autour d'images fondamentales, d'archétypes, et comment elles participent à la construction de notre rapport au monde, à l'espace et au temps. La rêverie n'est pas une fuite de la réalité, mais une manière d'habiter le monde, de le transformer, de lui donner sens à travers le prisme de l'imaginaire. La psychologie clinique s'intéresse également aux rêveries, notamment dans le contexte de différentes pathologies. Des schémas de rêverie répétitifs et intrusifs peuvent être associés à des troubles obsessionnels compulsifs, à des troubles de stress post-traumatique ou à des formes de schizophrénie. L'analyse des contenus et des fonctions de ces rêveries pathologiques peuvent fournir des clés pour la compréhension et le traitement de ces affections. Des thérapies cognitives et comportementales peuvent parfois viser à aider les individus à modifier les schémas de rêverie dysfonctionnels.
Il existe différentes catégories de rêveries. On peut distinguer les rêveries diurnes, qui se produisent consciemment, des rêveries hypnagogiques, qui surviennent à l'endormissement, et des rêveries hypnopompiques, qui se manifestent au réveil. Ces dernières peuvent être particulièrement vivides et empreintes d'une qualité onirique, mêlant des éléments du rêve et de la veille. Elles constituent des portes d'accès privilégiées à l'exploration des frontières de la conscience. La pratique de la pleine conscience, ou mindfulness, a également un impact sur la rêverie. En entraînant l'attention à se fixer sur le moment présent, la pleine conscience peut aider à réduire le vagabondage mental excessif et à cultiver une relation plus consciente avec les pensées et les émotions. Néanmoins, il est important de noter que l'objectif n'est pas d'éradiquer la rêverie, qui reste une fonction cognitive essentielle, mais de développer une capacité à la reconnaître et à la réguler, évitant qu'elle ne devienne une source de distraction ou de rumination improductive. La dimension sociale de la rêverie est également pertinente. Bien que la rêverie soit une expérience intrinsèquement individuelle, les thèmes et les symboles qui la traversent sont souvent influencés par le contexte culturel et social de l'individu. Les récits populaires, les mythes, les médias, les interactions sociales, tous contribuent à façonner le réservoir imaginaire à partir du terreau fertile à partir desquels les rêveries se construisent. En conclusion, le voyage au cœur de l'imaginaire que représentent les rêveries est un champ d'étude d'une richesse inépuisable. Des bases neurologiques à ses implications psychologiques, créatives, thérapeutiques et philosophiques, la rêverie se révèle être bien plus qu'une simple distraction mentale. C'est un processus fondamental qui participe à la construction de notre identité, à notre adaptation au monde et à notre capacité à envisager d'autres réalités. Les rêveries, ou la divagation de l'esprit, représentent un phénomène omniprésent dans l'expérience humaine. Il s'agit d'un état mental où l'attention n'est plus focalisée sur une tâche externe ou une pensée délibérée, mais se laisse errer, souvent de manière spontanée et non dirigée. Ce processus cognitif, loin d'être un simple défaut d'attention, révèle des mécanismes complexes du cerveau et joue un rôle multifacette dans notre vie quotidienne. Historiquement, la divagation de l'esprit a été perçue sous des angles variés. Dans certaines traditions contemplatives, elle est considérée comme un obstacle à la méditation et à la pleine conscience, un signe de l'agitation mentale qu'il convient de transcender. À l'inverse, dans les contextes artistiques ou créatifs, elle a souvent été associée à l'inspiration et à la genèse d'idées nouvelles. La littérature et la philosophie regorgent d'exemples de penseurs qui ont valorisé ces moments de vagabondage mental comme des sources de profonde introspection ou de découvertes inattendues. Les poètes, les musiciens et les artistes de toutes disciplines ont souvent témoigné de l'importance de laisser leur esprit s'évader pour nourrir leur processus créatif, permettant l'émergence d'associations d'idées inédites et la formation de nouvelles connexions. D'un point de vue scientifique, la recherche sur la divagation de l'esprit a connu un essor considérable au cours des dernières décennies, notamment grâce aux avancées en neurosciences et en imagerie cérébrale. Il est désormais établi que lorsque l'esprit divague, certaines régions du cerveau, regroupées sous le terme de réseau du mode par défaut, RMPD, sont particulièrement actives. Ce réseau comprend notamment le cortex préfrontal médian, le cortex singulaire postérieur et le lobe pariétal inférieur. L'activation du RMPD pendant les périodes de non-focalisation suggère que la divagation de l'esprit n'est pas un état de repos cérébral passif, mais plutôt une activité cognitive dynamique et intrinsèque. Plusieurs théories tentent d'expliquer la fonction et les mécanismes de ce réseau et de la divagation de l'esprit. L'une des hypothèses principales est que la divagation de l'esprit sert à la planification future et à la simulation d'événements. Lorsque l'esprit s'éloigne du présent, il peut se projeter dans le futur, anticiper des scénarios, envisager différentes actions et leurs conséquences potentielles. Cette capacité de voyage mental dans le temps est cruciale pour l'adaptation et la survie. Les individus passent une part significative de leur temps éveillé à se remémorer des événements passés et à anticiper le futur, des processus étroitement liés à l'activité du RMPD. Une autre fonction importante attribuée à la divagation de l'esprit est l'introspection et la consolidation de l'identité personnelle. Pendant ces moments, l'esprit peut revisiter des souvenirs, évaluer des expériences personnelles, réfléchir à ses propres valeurs et objectifs et intégrer de nouvelles informations dans son schéma de soi. Ce processus contribue à la construction et au maintien d'un sentiment cohérent d'identité essentiel pour la santé mentale et le bien-être psychologique. La créativité est également fortement associée à la divagation de l'esprit. Lorsque l'attention n'est pas contrainte par une tâche spécifique, l'esprit est libre d'établir des connexions inhabituelles entre des concepts apparemment sans rapport.
C'est souvent dans ces moments de relâchement mental que les idées les plus novatrices émergent. Des études ont montré qu'une période de divagation mentale peut améliorer la performance lors de tâches créatives ultérieures, suggérant que le RMPD facilite la pensée divergente. La capacité à s'éloigner d'un problème donné et à laisser l'esprit explorer librement d'autres avenues peut souvent conduire à des solutions sans attendues et originales, comme en témoignent de nombreux récits de découvertes scientifiques ou d'œuvres artistiques. Il convient également de considérer la dimension émotionnelle de la divagation de l'esprit. Les pensées vagabondes peuvent être neutres, agréables ou désagréables. Elles peuvent être associées à des émotions positives comme l'espoir ou la joie lorsqu'on anticipe un événement plaisant, ou à des émotions négatives comme l'anxiété ou la rumination lorsque l'on s'attarde sur des préoccupations ou des regrets. La tendance à ruminer, caractérisée par une divagation de l'esprit répétitive et négative sur des problèmes passés ou futurs, est souvent associée à des troubles de l'humeur comme la dépression et l'anxiété. Comprendre la nature de ces divagations est crucial pour le développement de stratégies de régulation émotionnelle. La fréquence de la divagation de l'esprit varie d'un individu à l'autre et en fonction du contexte. Des études empiriques ont montré que les individus passent en moyenne entre 30% et 50% de leur temps d'éveil à divaguer. Ce pourcentage peut augmenter lorsque la tâche en cours est monotone ou peu exigeante, ou diminuer lorsque la tâche requiert une concentration intense. Des facteurs tels que le niveau de fatigue, le stress et même la personnalité peuvent influencer la propension à la divagation. Par exemple, des individus présentant des traits de personnalité plus ouverts à l'expérience pourraient être plus enclins à des formes créatives de divagation. Le rôle de la divagation de l'esprit dans l'apprentissage et la mémoire est également un domaine de recherche actif. Il est suggéré que ces moments de relâchement attentionnel pourraient favoriser la consolidation des souvenirs récents et l'intégration de nouvelles informations dans les schémas de connaissances existants. Le cerveau ne cesse pas de travailler lorsque l'on ne se concentre pas activement. Au contraire, il réorganise et renforce les connexions neuronales, contribuant ainsi à une meilleure compréhension et à une mémorisation plus efficace. Par exemple, après une période d'études intense, un moment de divagation ou de repos peut améliorer la rétention des informations apprises. Comme ancienne, la divagation de l'esprit n'est pas toujours bénéfique. Elle peut entraîner une diminution de la performance dans les tâches qui exigent une attention soutenue. Par exemple, lors de la conduite d'un véhicule, une divagation excessive de l'esprit peut augmenter le risque d'accident. Dans des contextes académiques ou professionnels, elle peut réduire la productivité et la compréhension des informations. La capacité à réguler la divagation de l'esprit, c'est-à-dire à choisir quand se focaliser et quand laisser l'esprit s'évader, est une compétence cognitive importante. Des techniques telles que la pleine conscience visent à entraîner l'esprit à rester ancré dans le moment présent, réduisant ainsi la fréquence des divagations non désirées. La pratique de la pleine conscience implique d'observer les pensées, les sensations et les émotions sans jugement, ce qui peut aider à développer une meilleure conscience de la divagation de l'esprit et à choisir de ramener l'attention à la tâche en cours lorsque cela est nécessaire. Cette capacité de métacognition ou de conscience de ses propres processus mentaux est un aspect central du développement de la régulation de l'attention. En résumé, la divagation de l'esprit est un phénomène complexe et multifacette, loin d'être un simple état de non-attention. Elle implique l'activation d'un réseau cérébral spécifique, le RMPD, et joue des rôles cruciaux dans la planification future, l'introspection, la créativité et potentiellement la consolidation de la mémoire. Bien qu'elle puisse parfois nuire à la performance dans certaines tâches, elle est également une composante essentielle de la cognition humaine, contribuant à notre capacité à apprendre, à nous adapter et à créer. La compréhension de ces mécanismes et de ces fonctions continue d'évoluer, offrant des perspectives nouvelles sur la nature de la conscience et de la pensée humaine. Le concept même d'un refuge des rêveries s'inscrit dans une longue tradition humaine de quête d'espaces dédiés à l'évasion mentale, à la contemplation et à l'expression de l'imaginaire. Il ne s'agit pas simplement d'un lieu physique, mais d'une construction conceptuelle, un archétype qui a pris diverses formes à travers les âges et les cultures. L'idée fondamentale est de créer une enclave, qu'elle soit matérielle ou immatérielle, où l'esprit peut se libérer des contraintes du réel et s'abandonner au flux de la pensée, de l'invention et de l'introspection. Historiquement, l'homme a toujours cherché à matérialiser ces espaces. Les jardins clos médiévaux, par exemple, avec leurs fontaines murmurantes et leurs essences parfumées, constituaient des refuges où l'on pouvait méditer loin du tumulte extérieur.
Ils étaient souvent agrémentés de symboles, de statues, de labyrinthes, invitant à une promenade à la fois physique et spirituelle. Les cabinets de curiosité de la Renaissance, quant à eux, offraient un autre type de refuge. Ces pièces, remplies d'objets rares, exotiques et parfois énigmatiques, stimulaient l'imagination, ouvrant des portes vers des mondes lointains et des connaissances inexplorées. Chaque objet devenait un point de départ pour une rêverie, un conte, une exploration intellectuelle. Plus tard, les salons littéraires du XVIIIe siècle, ainsi que les ateliers d'artistes, peuvent être considérés comme des refuges des rêveries. Dans ces lieux, les échanges d'idées, les débats passionnés, la lecture à voix haute et la création artistique en direct nourrissaient l'esprit et laissaient libre cours à l'imagination collective. C'étaient des espaces où les conventions sociales pouvaient être légèrement assouplies, permettant une plus grande liberté d'expression et une exploration des frontières de la pensée et de l'esthétique. La configuration même de ces espaces, souvent intimes et ornés, contribuait à créer une atmosphère propice à la concentration et à l'échange. Le refuge des rêveries n'est pas nécessairement un lieu physique tangible. Il peut également exister dans la sphère de l'intellect pur, dans la lecture d'un livre par exemple. Un texte bien écrit, qu'il s'agisse d'un roman, d'un poème ou d'un essai philosophique, a le pouvoir de transporter l'esprit dans des mondes imaginaires, des paysages mentaux où les contraintes de la réalité sont suspendues. La lecture est en soi un acte de refuge, une immersion volontaire dans un univers créé par autrui, mais interprété et reconstruit par l'imagination du lecteur. Les bibliothèques, en ce sens, sont de vastes refuges des rêveries, des dépôts inépuisables de mondes et d'idées. Chaque étagère représente une porte vers une multitude de ces refuges. L'acte d'écrire lui-même est une forme de construction d'un refuge. Pour l'écrivain, le processus créatif implique de se retirer mentalement et parfois physiquement pour bâtir des mondes, des personnages, des intrigues. La page blanche devient le terrain de jeu de l'imagination et le stylo ou le clavier l'outil de sa matérialisation. Ce refuge peut être un lieu solitaire et silencieux, permettant une concentration intense et une exploration des profondeurs de la conscience. Les cahiers de notes, les journaux intimes, les carnets de croquis sont des prolongements de ce refuge, des réceptacles portatifs de pensées fugaces et d'idées en gestation. En psychologie, le concept de refuge des rêveries peut être rapproché de la notion d'espace transitionnel développée par Winnicott. Cet espace, situé entre le monde intérieur de l'individu et la réalité extérieure, est le lieu du jeu, de la créativité et de l'élaboration de l'identité. C'est dans cet espace que l'individu peut explorer et manipuler des symboles sans la pression immédiate de la réalité. Le refuge des rêveries offre précisément cette opportunité. Un espace où la fantaisie et la réalité peuvent interagir de manière souple sans les conséquences parfois rigides du monde extérieur. Il permet d'expérimenter des scénarios, de tester des idées, de résoudre des problèmes de manière créative. Les technologies contemporaines ont également modifié et élargi les possibilités de créer et d'accéder à des refuges des rêveries. Les mondes virtuels, les jeux vidéo, les plateformes de création numérique offrent des environnements immersifs où l'on peut interagir avec des paysages, des personnages et des récits entièrement imaginaires. Ces espaces numériques peuvent devenir des refuges complexes et dynamiques où les limites de la physique et de la logique sont souvent repoussées. L'utilisateur peut y devenir un explorateur, un bâtisseur, un narrateur, participant activement à la construction de son propre refuge virtuel. Le métavers, dans ses aspirations les plus ambitieuses, se positionne comme un macro-refuge des rêveries, une constellation d'espaces interconnectés où l'imagination collective peut s'épanouir. Combedou, il est crucial de distinguer le refuge des rêveries de la simple fuite ou du déni de la réalité. Le refuge ne vise pas à ignorer le monde extérieur, mais plutôt à offrir un espace de ressourcement, de réflexion, d'expérimentation créative qui, in fine, peut enrichir l'expérience du réel. Il s'agit d'un va-et-vient entre l'intérieur et l'extérieur, l'imaginaire et le concret. Le temps passé dans un refuge des rêveries n'est pas un temps perdu, mais un temps investi dans l'enrichissement de l'esprit, la stimulation de la créativité et la cultivation de la vie intérieure. C'est un processus dialectique où l'imagination nourrit la réalité et est, à son tour, nourrie par elle. L'architecture, en tant que discipline, a toujours cherché à créer des refuges. Un bâtiment bien conçu peut devenir un refuge, non seulement contre les intempéries, mais aussi contre le chaos sensoriel du monde extérieur.
Les maisons, les temples, les monastères sont des structures conçues pour offrir un espace de calme, de contemplation et d'intimité. Les bibliothèques modernes, avec leurs larges baies vitrées et leurs espaces modulables, tentent de combiner l'accès à la connaissance avec des zones propices à la concentration et à la rêverie. Les musées également peuvent être perçus comme des refuges des rêveries, où l'art et l'histoire invitent à la contemplation et à l'exploration imaginative. Dans la sphère de l'éducation, la promotion de refuges des rêveries est essentielle. Encourager la lecture, le dessin, l'écriture créative, le jeu libre, c'est offrir aux jeunes esprits des opportunités de développer leur imagination et leur capacité à penser de manière divergente. Les espaces dédiés à l'art, à la musique, au théâtre dans les écoles et les universités sont des microcosmes de refuge des rêveries, où les étudiants peuvent explorer leurs talents et exprimer leur créativité sans la contrainte des évaluations purement académiques. L'enseignement de la philosophie ou de la littérature peut également être vu comme une invitation à construire des refuges intellectuels où les idées complexes et abstraites peuvent être explorées et manipulées. Le refuge des rêveries est également une composante essentielle de la santé mentale. Dans un monde caractérisé par le stress, l'information abondante et les exigences constantes, disposer d'un espace, qu'il soit physique ou mental, pour se retirer, se ressourcer et laisser son esprit vagabonder est crucial. La méditation, la pleine conscience, la contemplation de la nature sont des pratiques qui permettent de créer un tel refuge intérieur, un havre de paix où l'on peut observer ses pensées sans jugement et retrouver un certain équilibre. Le simple acte de regarder un ciel étoilé ou de se promener en forêt peut devenir une immersion dans un refuge des rêveries naturelles, où l'immensité et la beauté du monde stimulent l'imagination et apaisent l'esprit. La dimension collective du refuge des rêveries ne doit pas être sous-estimée. Les mythes, les légendes, les contes de fées sont des refuges collectifs de l'imagination humaine. Ils offrent des récits partagés, des symboles universels qui permettent à des communautés entières de se connecter à des mondes au-delà du quotidien. Les festivals, les carnavals, les représentations théâtrales sont des manifestations publiques de refuge des rêveries, où les participants peuvent s'immerger collectivement dans des atmosphères extraordinaires, rompant avec la routine et célébrant l'imagination sous toutes ses formes. Enfin, il convient de souligner que la construction d'un refuge des rêveries est un acte fondamentalement humain. C'est une expression de notre capacité à transcender le monde matériel, à créer du sens, à explorer l'infini des possibles. Qu'il prenne la forme d'un coin douillet dans une maison, d'une forêt enchantée dans l'esprit, d'un roman à lire, d'une mélodie à composer ou d'un monde virtuel à explorer, le refuge des rêveries reste une nécessité vitale pour l'épanouissement de l'individu et de la société. Il est le lieu où l'imagination, cette faculté si intrinsèque à notre espèce, peut s'exercer librement, sans entrave, et ainsi continuer à façonner notre perception du monde et notre capacité à l'améliorer. Ce n'est pas un luxe, mais une composante essentielle de l'expérience humaine. Il représente un investissement dans le potentiel créatif et intellectuel, un espace de liberté et d'exploration intérieure indispensable à la richesse de notre existence. Les rêveries, création et inspiration onirique. Le phénomène des rêveries, tel qu'il est compris dans son acception la plus large, représente une dimension fondamentale de l'expérience humaine. Il ne s'agit pas uniquement d'une série d'images ou de pensées aléatoires, mais plutôt d'un processus psychologique complexe, une forme de cognition spontanée qui se manifeste sous diverses formes et avec des implications multiples pour la création et l'inspiration. La nature même de la rêverie, son caractère souvent non linéaire, fluctuant et visuellement ou conceptuellement riche, en fait un terreau fertile pour l'émergence d'idées novatrices et d'expressions artistiques. Pour appréhender cette relation entre rêverie, création et inspiration, il convient d'abord de délimiter le concept de rêverie. On distingue communément plusieurs types de rêverie. Il y a la rêverie diurne ou daydreaming, caractérisée par une dérive de l'attention loin de la tâche présente vers un flux de pensées, d'images ou de scénarios imaginés. Cette forme est souvent associée à une exploration intérieure, à la construction de futurs possibles, à la remémoration de souvenirs ou à la simple divagation de l'esprit. Ensuite, il y a la rêverie nocturne, ou le rêve au sens strict, qui se produit durant les phases de sommeil et qui est caractérisée par une richesse sensorielle et émotionnelle, une logique souvent symbolique et une apparente déconnexion de la réalité objective. Bien que distinctes dans leur contexte physiologique, ces deux formes partagent une caractéristique essentielle: l'émergence d'un contenu mental spontané, non dirigé par une volonté consciente et structuré selon des logiques différentes de celles de la pensée rationnelle. Cette spontanéité est précisément ce qui confère à la rêverie son potentiel créatif.
L'esprit, libéré des contraintes de la logique linéaire et des exigences de la réalité, est capable de créer des associations inédites, de juxtaposer des éléments disparates et de générer des configurations inattendues. Ce processus, souvent décrit comme une forme de pensée divergente, est crucial pour la phase d'incubation de l'idée créative. Nombreux sont les récits d'inventeurs, d'artistes ou de scientifiques ayant trouvé des solutions à leurs problèmes lors de moments de rêverie, de marche contemplative ou de sieste. Friedrich August Kekulé, le chimiste allemand, est un exemple classique. Il aurait visualisé la structure cyclique du benzène, un problème qui l'obsédait, en rêvant à un serpent se mordant la queue. Cette anecdote, qu'elle soit entièrement factuelle ou légèrement romancée, illustre la capacité de la rêverie à fournir des aperçus inattendus et à résoudre des problèmes complexes par des voies non conventionnelles. L'inspiration onirique, quant à elle, fait référence à l'influence directe ou indirecte des rêves nocturnes sur l'acte créatif. Les artistes, les écrivains et les compositeurs ont à travers les âges puisé dans le réservoir inépuisable des rêves. Le surréalisme, en tant que mouvement artistique et littéraire du XXe siècle, a explicitement érigé le rêve et l'inconscient en source primordiale de la création. André Breton, dans son Manifeste du surréalisme, appelait à résoudre la contradiction jusqu'ici tenace du rêve et de la réalité en une sorte de réalité absolue, de surréalité. Cette école de pensée a produit des œuvres qui cherchent à retranscrire la logique du rêve, son absence de causalité linéaire, ses métamorphoses et ses associations libres. Salvador Dalí, avec ses paysages désertiques peuplés d'objets déformés et de symboles énigmatiques, en est un représentant emblématique. Ces toiles, telles que la persistance de la mémoire, évoquent directement l'étrangeté et la suspension du temps propres à l'expérience onirique. Au-delà du surréalisme, l'influence des rêves est observable dans des domaines variés. La littérature fantastique et gothique, par exemple, a souvent puisé dans l'atmosphère oppressante et les symboles des cauchemars. Mary Shelley aurait conçu l'idée de Frankenstein suite à un rêve éveillé ou une vision nocturne. Robert Louis Stevenson aurait eu l'idée de l'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde après un rêve particulièrement intense, le forçant à réécrire la quasi-totalité de son manuscrit initial. Ces exemples ne sont pas isolés. Les cultures ancestrales ont toujours accordé une grande importance aux rêves, les considérant comme des messages des dieux, des ancêtres ou comme des portails vers d'autres réalités. Les chamans et les mystiques interprètent les rêves pour guider leur communauté ou pour accéder à des connaissances cachées. Cette vénération pour le contenu onirique souligne son rôle universel comme source d'inspiration, qu'elle soit spirituelle, philosophique ou artistique. La psychologie moderne, notamment la psychanalyse freudienne et jungienne, a également exploré la signification et la structure des rêves. Sigmund Freud considérait le rêve comme la voie royale vers l'inconscient, une manifestation déguisée de désirs refoulés. Carl Jung, quant à lui, a introduit le concept d'inconscient collectif et d'archétype, des symboles universels qui émergent souvent dans les rêves et qui peuvent être une source d'inspiration profonde pour la création artistique. L'artiste qui s'inspire d'un rêve peut, sans le savoir, entrer en résonance avec ces archétypes, créant ainsi des œuvres qui touchent un public au-delà des particularités individuelles. Les contes de fées, les mythes et les épopées sont parsemés de ces figures archétypales et il est plausible que beaucoup d'entre elles aient trouvé leur origine, de leurs origines, 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 de leurs origines. Le processus de transposition de la rêverie ou du rêve en œuvre créative est complexe. Il ne s'agit pas d'une simple retranscription. Le contenu onirique est souvent fragmenté, illogique et difficile à verbaliser ou à représenter visuellement. L'artiste doit donc opérer une sélection, une interprétation et une structuration. Il doit trouver les équivalents formels, symboliques ou narratifs qui permettront de communiquer l'essence de son expérience onirique. Cela implique une phase de travail conscient, de technique et de savoir-faire. Un rêve intense peut fournir une impulsion, une image clé, une ambiance, mais c'est l'artiste qui, par son travail, lui donnera une forme compréhensible et partageable. Considérons le rôle des figures archétypales dans l'inspiration onirique. Un artiste peut rêver d'une figure monstrueuse, d'une forêt enchantée ou d'une cité engloutie. Ces images, loin d'être anodines, peuvent puiser dans les réservoirs profonds de l'inconscient collectif. Le monstre peut incarner la peur primale de l'inconnu ou les aspects refoulés de soi. La forêt peut symboliser le mystère, la croissance ou l'égarement. La cité engloutie peut évoquer la perte, la mémoire oubliée ou l'existence de mondes souterrains. Lorsque l'artiste intègre ces motifs dans son œuvre, il ne se contente pas de reproduire une image, il lui confère une résonance universelle qui peut toucher le spectateur ou le lecteur à un niveau subconscient. Les contes de fées, les mythes et les épopées sont parsemés de ces figures archétypales et il est plausible que beaucoup d'entre elles aient trouvé leur origine, du moins en partie, dans les mondes des rêves et des rêveries. La rêverie diurne, moins spectaculaire que le rêve nocturne, joue un rôle tout aussi crucial.
Elle représente un espace mental semi-conscient où les idées peuvent mûrir, où les scénarios peuvent être élaborés et où les connexions inattendues peuvent se former. Lorsque l'esprit se laisse aller, sans objectif précis, il peut établir des liens entre des informations apparemment sans rapport, menant à des insights créatifs. C'est souvent dans ces moments de relâchement mental, lors d'une promenade, sous la douche ou en regardant par la fenêtre, que des solutions complexes apparaissent ou que des concepts se cristallisent. Cette pensée vagabonde, mind wandering, est un mode opératoire du cerveau qui permet une exploration sans contrainte des réseaux neuronaux, favorisant ainsi la découverte. Les artistes témoignent souvent de l'importance de ces moments pour le développement de leurs projets. Un écrivain peut visualiser ses personnages, un musicien peut entendre une mélodie se former, un peintre peut esquisser des formes ou des couleurs dans son esprit. L'environnement et l'état psychologique de l'individu influencent également la qualité et la richesse des rêveries. Un état de relaxation, de solitude ou d'ennui modéré peut être propice à l'émergence de rêveries profondes et significatives. A l'inverse, un environnement saturé de stimuli, une surcharge cognitive ou un stress intense peuvent entraver ce processus. La capacité à se laisser aller à la rêverie n'est pas seulement innée, elle peut être cultivée. Des pratiques telles que la méditation ou la pleine conscience, qui visent à observer les pensées sans jugement, peuvent augmenter la conscience des processus internes et par extension la richesse des rêveries. Ensuite, il y a la rêverie délibérée, ou visualisation créative, qui consiste à imaginer consciemment des scénarios désirés ou des solutions à des problèmes. Bien que plus dirigée que la rêverie spontanée, elle partage avec elle l'utilisation de l'imagerie mentale et la capacité à construire des mondes intérieurs. Les architectes conçoivent des bâtiments, les designers imaginent des produits, les cinéastes visualisent des scènes. Tous ces processus impliquent une forme de rêverie dirigée où l'imagination est mise au service d'un objectif. L'analyse des œuvres d'art révèle souvent des traces, conscientes ou inconscientes, de l'inspiration onirique. Dans la musique, les compositeurs ont parfois affirmé avoir entendu des mélodies entières dans leurs rêves. Giuseppe Tartini, le violoniste et compositeur baroque, aurait composé sa fameuse sonate du Trill du diable après avoir rêvé que le diable lui jouait une mélodie d'une beauté extraordinaire. La force de l'émotion et l'impression de singularité du rêve ont été suffisantes pour le pousser à recréer cette musique. De même, les poètes peuvent voir des images ou entendre des mots dans leurs rêves qui serviront de point de départ à leurs vers. Coleridge, avec Kubla Khan, est un exemple souvent cité, bien que la genèse de ce poème soit plus complexe et impliquant des facteurs supplémentaires. Néanmoins, l'idée qu'un poème puisse émerger d'un état de rêve ou de rêverie montre la perméabilité entre ces états de conscience et la production artistique. La recherche scientifique contemporaine sur le sommeil et les états de conscience modifiés continue d'éclairer les mécanismes neurobiologiques sous-jacents aux rêveries et aux rêves. Des études sur l'activité cérébrale pendant le sommeil paradoxal, la phase la plus riche en rêve, révèlent des patterns d'activation qui diffèrent de l'état de veille. Les zones impliquées dans l'émotion, l'imagerie visuelle et la mémoire sont particulièrement actives, tandis que les régions associées au raisonnement logique et à l'autocensure sont moins sollicitées. Cette configuration cérébrale pourrait expliquer la nature souvent étrange, émotionnelle et visuellement intense des rêves. La compréhension de ces mécanismes pourrait potentiellement permettre de mieux exploiter le potentiel créatif du cerveau. En conclusion, la rêverie, qu'elle soit diurne ou nocturne, spontanée ou semi-dirigée, représente un pilier fondamental de la création et de l'inspiration. Elle offre un accès à des modes de pensée non linéaires, à des associations inattendues et à un réservoir d'images et de symboles. Loin d'être des simples divagations, les rêveries sont des manifestations de l'activité incessante de l'esprit, capables de générer des solutions innovatrices, des œuvres d'art profondes et des aperçus philosophiques. L'exploration de cette dimension intérieure de l'être humain continue de fournir des clés pour comprendre la nature de la créativité et la richesse inépuisable de l'imagination. Les cauchemars, ces manifestations nocturnes de l'esprit, sont souvent perçus comme de simples perturbations du sommeil, des épisodes désagréables dont on souhaite se défaire au plus vite. Cependant, une analyse plus approfondie révèle qu'ils sont des phénomènes complexes, des miroirs déformants de notre âme, porteurs de messages profonds et de révélations parfois troublantes. Ils ne sont pas le fruit du hasard, mais l'expression symbolique de nos angoisses, de nos conflits intérieurs, de nos désirs refoulés et de nos expériences vécues. Le cauchemar, par sa nature même, se distingue du rêve ordinaire par son intensité émotionnelle négative. La peur, l'angoisse, la tristesse, le dégoût, l'impuissance sont les sentiments prédominants qui accompagnent ces visions nocturnes. Ces émotions ne sont pas aléatoires, elles sont des indicateurs précieux de l'état psychique de l'individu. Un cauchemar récurrent, par exemple, peut signaler une problématique non résolue, une blessure psychologique non cicatrisée ou un stress chronique. Historiquement, les cauchemars ont toujours fasciné et effrayé l'humanité. Dans de nombreuses cultures anciennes, ils étaient considérés comme des messages divins, des présages ou des manifestations d'entités malveillantes.
Les Grecs les associaient à Morpheus, le dieu des rêves, et les interprétaient comme des avertissements ou des conseils. Au Moyen Âge, ils étaient souvent attribués à des démons ou à des sorcières, reflétant les peurs et les superstitions de l'époque. Cette perspective a évolué avec l'avènement de la psychologie moderne. Sigmund Freud, pionnier de la psychanalyse, a vu dans les rêves, et par extension dans les cauchemars, la voie royale vers l'inconscient. Pour lui, le cauchemar était une tentative de l'inconscient de traiter des désirs refoulés ou des traumatismes non résolus. Carl Jung, quant à lui, a introduit la notion d'inconscient collectif et d'archétype, suggérant que certains symboles cauchemardesques puissent leur origine dans un réservoir universel dans l'expérience humaine. Sur le plan neurobiologique, le sommeil paradoxal, ou sommeil REM, est la phase durant laquelle les rêves et les cauchemars sont les plus intenses et les plus mémorables. Durant cette phase, l'activité cérébrale est similaire à celle de l'éveil, mais le corps est paralysé, ce qui empêche de jouer le rêve. Les régions du cerveau associées aux émotions, comme l'amygdale, sont particulièrement actives, expliquant l'intensité émotionnelle des cauchemars. Des études ont montré que des déséquilibres de neurotransmetteurs, tels que la sérotonine ou la noradrénaline, peuvent influencer la fréquence et l'intensité des cauchemars. De même, des facteurs externes, comme certains médicaments, la consommation d'alcool ou de substances illicites, peuvent altérer le cycle du sommeil et provoquer des cauchemars. Les causes des cauchemars sont multiples et souvent intriquées. Le stress et l'anxiété sont des facteurs majeurs. Une période de grande pression professionnelle, des difficultés relationnelles, des problèmes financiers ou des soucis de santé peuvent se traduire par des cauchemars récurrents. Le cerveau, durant le sommeil, tente de traiter ces informations et si elles sont trop accablantes, elles peuvent se manifester sous forme de scénarios angoissants. Les traumatismes, qu'ils soient anciens ou récents, sont également des déclencheurs puissants. Le syndrome de stress post-traumatique est fréquemment associé à des cauchemars intenses et répétitifs qui revivent l'événement traumatisant. Ces cauchemars ne sont pas de simples réminiscences, ils sont souvent des tentatives de l'inconscient de digérer et d'intégrer l'expérience, bien que de manière douloureuse. Certaines pathologies médicales peuvent également induire des cauchemars. Les apnées du sommeil, par exemple, en perturbant la respiration et l'oxygénation du cerveau, peuvent générer des rêves oppressants. Les maladies neurologiques, telles que la maladie de Parkinson, peuvent affecter le sommeil paradoxal et augmenter la fréquence des cauchemars. Des troubles psychiatriques, comme la dépression, les troubles anxieux ou la schizophrénie, sont souvent accompagnés de cauchemars qui reflètent la détresse psychique du patient. Le contenu des cauchemars est d'une richesse symbolique considérable. Certains thèmes sont universels: la chute, la poursuite, la perte de dents, l'incapacité de bouger ou de parler, l'isolement, la mort, les monstres ou les créatures menaçantes. Ces thèmes peuvent être interprétés de diverses manières. La chute peut symboliser la perte de contrôle, l'insécurité ou une dégradation de la situation. La poursuite peut représenter une fuite face à une problématique non résolue ou à une angoisse existentielle. La perte de dents est souvent associée à une perte de pouvoir, à l'angoisse de vieillir ou à des craintes concernant l'apparence. L'incapacité de bouger peut refléter un sentiment d'impuissance face à une situation ou une difficulté à exprimer ses émotions. D'autres cauchemars sont plus personnels, ancrés dans l'histoire individuelle de chacun. Un cauchemar récurrent où l'on se retrouve nu en public peut indiquer une peur du jugement, une vulnérabilité ou une honte refoulée. Un rêve où un proche décédé apparaît de manière menaçante peut révéler un deuil non résolu ou une culpabilité sous-jacente. Ces symboles ne sont pas toujours faciles à décrypter car ils sont souvent déguisés et condensés, mélangeant plusieurs éléments pour former une image complexe. Les cauchemars peuvent avoir des conséquences significatives sur la vie éveillée. La peur de faire des cauchemars peut entraîner une appréhension du sommeil, conduisant à l'insomnie et à une privation de repos. Cette privation de sommeil, à son tour, peut exacerber l'anxiété et le stress, créant un cercle vicieux. Les cauchemars peuvent également provoquer de la fatigue diurne, de l'irritabilité, des difficultés de concentration et une diminution de la performance cognitive. Dans les cas les plus sévères, ils peuvent entraîner une détresse psychologique importante, altérant la qualité de vie et nécessitant une intervention thérapeutique. La gestion des cauchemars passe par une approche multifactorielle. La thérapie comportementale et cognitive, TCC, est l'une des approches les plus efficaces. Elle comprend des techniques de relaxation comme la méditation ou la respiration profonde qui aident à réduire l'anxiété avant le coucher. La thérapie de répétition d'imagerie, IRT, est une technique spécifique où l'individu, en état de veille, réécrit mentalement le scénario du cauchemar, le transformant en un rêve moins angoissant ou même positif. Cette répétition mentale permet de modifier les schémas neuronaux associés au cauchemar, réduisant ainsi sa fréquence et son intensité.
La psychothérapie, notamment la psychodynamique, peut aider à explorer les significations sous-jacentes des cauchemars, à identifier les conflits intérieurs et les traumatismes non résolus. En comprenant mieux les messages que l'inconscient tente de transmettre, l'individu peut commencer à travailler sur les problèmes sous-jacents, ce qui peut à terme diminuer la fréquence et l'intensité des cauchemars. Le soutien psychologique est particulièrement important pour les personnes souffrant de cauchemars liés à un SSPTT. Des mesures d'hygiène de sommeil sont également essentielles. Maintenir une routine de sommeil régulière, éviter la caféine et l'alcool avant le coucher, créer un environnement propice au sommeil, sombre, calme et frais, et pratiquer une activité physique régulière peuvent améliorer la qualité du sommeil et réduire la survenue des cauchemars. La gestion du stress durant la journée, par des techniques de relaxation ou des activités apaisantes, est également cruciale. Dans certains cas, un traitement médicamenteux peut être envisagé. Certains antidépresseurs ou anxiolytiques peuvent aider à réguler les cycles du sommeil et à réduire l'intensité des cauchemars, bien que leur utilisation doit être encadrée par un professionnel de la santé en raison des effets secondaires potentiels. La trazosine, par exemple, un alpha-bloquant, a montré une certaine efficacité dans la réduction des cauchemars liés au SSPTT. Les cauchemars, loin d'être des simples désagréments, sont des messagers silencieux de notre monde intérieur. Ils nous confrontent à nos peurs les plus profondes, à nos traumatismes passés, à nos conflits non résolus. Ils sont des indicateurs précieux de notre santé mentale et émotionnelle. En apprenant à les écouter, à les comprendre et non pas seulement à les fuir, nous pouvons entamer un processus de guérison et de connaissance de soi. Ils nous offrent une opportunité unique d'explorer les recoins sombres de notre âme, de les éclairer et finalement de grandir. Le cauchemar n'est pas une fatalité, mais un appel à l'introspection, une invitation à la transformation, un miroir fidèle, quoique déformant, de ce que nous sommes et de ce que nous avons besoin de devenir. Les rêveries, dans leur essence la plus pure, sont des échappées de l'esprit, des navigations intérieures qui nous transportent au-delà des contraintes du réel immédiat. Elles se manifestent comme des flux de pensées, des images, des sensations, souvent décousues et non dirigées, qui émergent spontanément de notre subconscient. Ce sont des espaces mentaux où la logique linéaire est suspendue, où les associations d'idées se font de manière plus libre, plus intuitive, parfois même absurde, mais toujours porteuse d'une certaine signification, fût-elle symbolique ou émotionnelle. Elles ne sont pas de simples divagations, mais des processus cognitifs complexes qui jouent un rôle crucial dans notre psyché, influençant notre humeur, notre créativité et même notre compréhension du monde. Ces rêveries individuelles, bien que profondément personnelles, possèdent un potentiel de résonance collective. Elles peuvent, par leur convergence, leur répétition ou leur partage, donner naissance à des rêveries collectives. Ces dernières ne sont pas de simples sommes de rêveries individuelles, mais des constructions sociales qui émergent lorsque des thèmes, des images, des aspirations ou des craintes communes s'entremêlent au sein d'une communauté, d'une société. Elles se manifestent sous diverses formes, les modes passagères, les engouements collectifs, les utopies partagées, les peurs paniques, les mythes fondateurs, les légendes urbaines et même les théories du complot. Elles sont le fruit d'une interaction dynamique entre les imaginaires individuels et le contexte socio-culturel ambiant. Les mythes, pour leur part, peuvent être considérés comme des cristallisations narratives de ces rêveries collectives. Ils ne sont pas de simples récits fictifs, mais des systèmes de pensée qui donnent sens au monde, à l'existence humaine et à la place de l'homme dans l'univers. Un mythe, au sens anthropologique et philosophique du terme, est un récit sacré ou quasi-sacré qui explique l'origine des choses, les fondements d'une culture, les valeurs morales et les normes sociales. Il opère souvent par l'intermédiaire de personnages archétypaux, d'événements archétypaux et de symboles puissants. Sa force réside non pas dans sa véracité factuelle, mais dans sa capacité à mobiliser l'imaginaire collectif, à unifier une communauté autour d'une vision partagée du monde et à fournir un cadre pour l'interprétation de la réalité. L'interrelation entre rêverie collective et mythe est profonde et réciproque. Les rêveries collectives peuvent alimenter la création de nouveaux mythes ou la réinterprétation de mythes existants. Lorsqu'une communauté est traversée par des aspirations communes, des angoisses partagées ou des désirs non articulés, ces émotions diffuses peuvent se condenser en récits mythiques qui leur donnent forme et sens. Inversement, les mythes, une fois établis, peuvent influencer et orienter les rêveries individuelles et collectives. Ils fournissent un répertoire d'images, de symboles et de narratifs qui peuvent être inconsciemment ou consciemment intégrés dans nos propres rêveries, façonnant ainsi notre perception du monde et nos aspirations. Prenons l'exemple des mythes fondateurs.
Le mythe de la création, présent sous diverses formes dans presque toutes les cultures, est une manifestation puissante de la rêverie collective humaine face à l'énigme de l'origine. Des récits de dieux créateurs, façonnant le monde à partir du chaos, des œufs cosmiques ou des esprits primordiaux, expliquent une aspiration universelle à comprendre comment l'existence a commencé. Ces mythes ne sont pas de simples explications scientifiques, mais des récits symboliques qui répondent à un besoin émotionnel et existentiel de donner un sens à l'existence. Ils structurent l'imaginaire collectif et offrent un cadre pour les rêveries individuelles sur l'origine et le destin. De même, les mythes héroïques, avec leurs figures de surmontée d'obstacles, de quêtes initiatiques, de sacrifices, reflètent des rêveries collectives sur le courage, la persévérance et la rédemption. Des figures comme Ulysse, Héraclès ou plus contemporain Superman incarnent des idéaux et des aspirations humaines à la transcendance, à la justice et à la protection. Leurs aventures et leurs épreuves résonnent avec nos propres luttes intérieures et extérieures, fournissant des modèles pour la confrontation des défis de l'existence. La puissance de ces mythes ne réside pas dans la véracité historique de leurs exploits, mais dans leur capacité à susciter l'identification, l'admiration et à stimuler l'imagination. Les utopies, souvent considérées comme des rêveries collectives sous forme de projets sociaux et politiques, sont un autre exemple pertinent. L'idée d'une société idéale, exempte de maux et d'injustices, a traversé les siècles et les cultures, depuis la République de Platon jusqu'aux mouvements sociaux contemporains. Ces utopies ne sont pas toujours réalisables dans leur totalité, mais elles servent de boussole morale et politique, orientant les aspirations et les actions collectives. Elles fournissent un horizon vers lequel tendre, un idéal qui inspire les rêveries individuelles et collectives sur un monde meilleur. Leur force réside dans leur capacité à projeter un futur désirable, à mobiliser l'espoir et à catalyser le changement. Côté obscur, les rêveries collectives peuvent aussi prendre des formes plus sombres, se manifestant comme des dystopies, des peurs collectives ou des théories du complot. La peur de l'effondrement social, de l'invasion étrangère ou de la manipulation secrète peut se propager au sein d'une communauté, alimentant des récits paranoïaques et des mythes de persécution. Ces rêveries collectives négatives, souvent nourries par l'incertitude et l'anxiété, peuvent avoir des conséquences dévastatrices, entraînant des divisions sociales, des discriminations et des violences. Elles démontrent que l'imaginaire collectif n'est pas toujours un lieu de construction positive, mais peut aussi être un terreau fertile pour des interprétations anxiogènes de la réalité. La diffusion des rêveries collectives et des mythes est un processus complexe, souvent non linéaire. Autrefois, la transmission orale était le principal vecteur, avec les conteurs, les poètes et les chamans jouant un rôle central. L'écriture ensuite a permis une diffusion plus large et une conservation plus durable. Aujourd'hui, les médias de masse et les réseaux sociaux ont révolutionné ce processus, permettant une diffusion instantanée et à grande échelle. Une image, une idée, un récit peut se propager à la vitesse de la lumière, traversant les frontières culturelles et géographiques. Cette accélération de la diffusion a des implications majeures pour la formation et la transformation des rêveries collectives et des mythes. Les réseaux sociaux, en particulier, offrent un terrain fertile pour l'émergence et la consolidation des rêveries collectives. La viralité d'un mème, la propagation d'une fausse nouvelle ou l'engouement pour un nouveau phénomène culturel sont autant de manifestations de ces dynamiques. Les algorithmes de personnalisation peuvent renforcer les bulles de filtre, créant des chambres d'écho où certaines rêveries collectives sont amplifiées tandis que d'autres sont marginalisées. Cela pose des défis importants pour la cohésion sociale et la formation d'un imaginaire collectif partagé et constructif. La sécularisation des sociétés modernes n'a pas mis fin à la production de mythes et de rêveries collectives, mais en a plutôt transformé la nature et les manifestations. Les mythes traditionnels liés aux religions ont pu perdre de leur emprise pour certains, mais de nouveaux mythes émergent constamment, souvent sous des formes profanes. Les mythes de progrès scientifique et technologique, de la consommation illimitée ou de l'individu autoréalisé sont autant de récits qui structurent l'imaginaire contemporain. Ces mythes laïques peuvent être tout aussi puissants que les mythes religieux, dans leur capacité à orienter les comportements, à légitimer des systèmes de valeurs et à inspirer des rêveries collectives sur le futur. Par exemple, le mythe du progrès technologique illimité, souvent nourri par les avancées scientifiques et l'innovation constante, est une rêverie collective puissante qui promet un futur où la technologie résoudra tous les problèmes humains. Cette rêverie inspire des générations d'ingénieurs, de scientifiques et de penseurs et façonne nos attentes vers l'avenir. Elle influence les investissements, les politiques publiques et même la manière dont nous nous percevons en tant qu'espèce capable de maîtriser son environnement.
Parfois, elle peut aussi occulter les risques et les défis éthiques que ces avancées posent, créant une forme d'aveuglement collectif face aux potentielles conséquences négatives. De même, le mythe de l'individu autoréalisé, qui met l'accent sur la réussite personnelle, l'autonomie et l'optimisation de soi, est une rêverie collective dominante dans de nombreuses sociétés occidentales. Ce mythe encourage l'initiative individuelle, la prise de risque et la poursuite de l'excellence, mais il peut aussi générer de la pression, de l'anxiété et un sentiment d'échec chez ceux qui ne parviennent pas à atteindre ces idéaux. Il façonne nos aspirations professionnelles, nos relations personnelles et même leur rapport à notre propre corps et à notre bien-être. L'étude des rêveries collectives et des mythes est essentielle pour comprendre la dynamique des sociétés humaines. Elle permet de saisir comment les significations sont construites, comment les valeurs sont transmises et comment les identités collectives sont forgées. Elle nous éclaire sur les forces sous-jacentes qui animent les mouvements sociaux, les transformations culturelles et les évolutions politiques. Il ne s'agit pas de déconstruire ces mythes pour les rejeter, mais de les analyser pour comprendre leur fonctionnement, leur puissance et leurs implications. La compréhension de la genèse et de la propagation des rêveries collectives et des mythes permet également de mieux appréhender les périodes de crise et de changement. Dans ces moments d'incertitude, les individus et les groupes sont souvent plus enclins à adhérer à des récits qui offrent un sens, une direction ou une explication simplifiée des événements complexes. C'est dans ces contextes que de nouveaux mythes peuvent émerger avec une rapidité déconcertante ou que d'anciens mythes peuvent être réactivés et réappropriés, parfois avec des conséquences imprévues. En fin de compte, les rêveries collectives et les mythes sont des manifestations inhérentes à la condition humaine. Ils sont le tissu même de notre imagination partagée, les récits qui donnent forme à nos aspirations les plus profondes et à nos peurs les plus sombres. Ils ne sont pas de simples illusions, mais des réalités sociales dotées d'une immense puissance, capables de transformer les mondes, de mobiliser les masses et de donner un sens à l'existence. Leur étude continue de nous fournir des aperçus précieux sur la nature complexe de l'esprit humain et des sociétés qu'elle crée. La science des rêves, un domaine d'étude vaste et complexe, a captivé l'esprit humain depuis l'aube de la civilisation. Longtemps relégués au rang de manifestations mystiques ou de simples échappatoires de l'esprit, les rêves sont aujourd'hui l'objet d'une investigation scientifique rigoureuse, cherchant à démêler les mécanismes neurologiques, psychologiques et physiologiques qui les sous-tendent. Historiquement, l'interprétation des rêves relevait de la divination, de la religion ou de la philosophie. Les anciens Égyptiens considéraient les rêves comme des messages des dieux, tandis que les Grecs et les Romains les voyaient comme des présages ou des voies d'accès à la sagesse. Plus tard, au Moyen Âge, les rêves étaient souvent associés aux forces démoniaques ou à des tentations divines. Il a fallu attendre le XXe siècle, avec l'avènement de la psychanalyse et les avancées en neurosciences, pour que l'étude des rêves acquiert une véritable dimension scientifique. Sigmund Freud, au début du XXe siècle, a révolutionné la compréhension des rêves avec sa théorie selon laquelle les rêves sont la voie royale vers l'inconscient. Pour Freud, les rêves sont des réalisations de désirs refoulés, des déguisements symboliques de pensées et de pulsions que la conscience éveillée ne peut tolérer. Il a introduit les concepts de contenu manifeste, ce dont on se souvient du rêve, et de contenu latent, la signification sous-jacente et souvent cachée. Bien que nombre de ces interprétations spécifiques soient aujourd'hui remises en question, l'idée que les rêves portent un sens psychologique profond a profondément influencé la pensée moderne. Carl Jung, un contemporain et ancien élève de Freud, a développé sa propre approche, mettant l'accent sur les archétypes et l'inconscient collectif. Pour Jung, les rêves ne sont pas seulement des expressions de désirs individuels, mais aussi des messages de l'âme collective, des symboles universels qui se manifestent à travers les mythes, les contes de fées et les religions. Il a introduit l'idée que les rêves peuvent servir à la compensation, à la régulation et à l'individuation, un processus de développement psychologique vers la complétude. L'idée de Carl Jung a également influencé la pensée contemporaine, notamment dans le domaine de la littérature, l'art et la psychanalyse. C'est un autre aspect de la science qui s'intéresse à l'interaction entre le fonctionnement psychologique et la créativité. L'ère de l'électroencéphalographie, EEG, a marqué un tournant décisif dans l'étude scientifique des rêves. En 1953, Azerinsky et Kleitman ont découvert le sommeil paradoxal, caractérisé par des mouvements oculaires rapides, REM, une activité cérébrale intense et une atonie musculaire. Il a rapidement été établi que la grande majorité des rêves intenses et vivides se produisent pendant le sommeil paradoxal. Cette découverte a permis de coordonner l'activité cérébrale avec l'expérience onirique, ouvrant la voie à une exploration objective des états de rêve. Depuis lors, les neurosciences ont continué à démêler les substrats neuronaux du rêve.
On sait aujourd'hui que le sommeil paradoxal est généré par des circuits complexes impliquant le tronc cérébral, le thalamus et le cortex. Le pont, une structure du tronc cérébral, joue un rôle crucial dans l'initiation du sommeil paradoxal. Des neurotransmetteurs comme l'acétylcholine et la sérotonine sont également impliqués dans la régulation des cycles de sommeil et de rêve. L'imagerie cérébrale fonctionnelle, comme l'IRMF et la PET, a permis d'observer l'activité cérébrale pendant le sommeil paradoxal. Ces études ont révélé une activation accrue du cortex préfrontal, des régions limbiques associées aux émotions, comme l'amygdale et l'hippocampe, et des aires visuelles, même en l'absence de stimuli externes. Cela suggère que le cerveau, pendant le rêve, génère ses propres stimuli sensoriels et émotionnels. L'hypothèse d'activation-synthèse, proposée par Hobson et McCarley, est l'une des théories neuroscientifiques les plus influentes sur les rêves. Elle postule que le cerveau, pendant le sommeil paradoxal, est activé de manière aléatoire par des signaux provenant du tronc cérébral. Le cortex cérébral tente ensuite de donner un sens à ces signaux disparates en synthétisant une narration cohérente, le rêve. Cette théorie met l'accent sur le rôle des processus cognitifs de haut niveau dans la création du contenu onirique. D'autres théories mettent en avant différentes fonctions du rêve. Une d'entre elles suggère que les rêves jouent un rôle dans la consolidation de la mémoire et l'apprentissage. Pendant le sommeil, le cerveau rejouerait et traiterait les informations acquises pendant l'éveil, renforçant ainsi les connexions synaptiques pertinentes. Des études ont montré que la privation de sommeil paradoxal peut altérer la capacité à apprendre de nouvelles tâches complexes. Une autre perspective propose que les rêves servent à la régulation émotionnelle. En confrontant l'individu à des situations stressantes ou anxiogènes dans un environnement sûr et simulé, les rêves pourraient aider à traiter et à atténuer les émotions négatives. Cette fonction est particulièrement pertinente dans le cas du trouble de stress post-traumatique, TSPT, où des cauchemars récurrents sont un symptôme prédominant. Les rêves peuvent également être considérés comme un mécanisme de résolution de problèmes. Le cerveau, libéré des contraintes de la logique consciente, pourrait explorer de nouvelles solutions ou perspectives à des problèmes rencontrés pendant l'éveil. Des anecdotes célèbres, comme celle de Mendeleïev découvrant le tableau périodique en rêve, soutiennent cette idée. Au-delà du sommeil paradoxal, il est important de noter que des rêves peuvent également survenir pendant le sommeil non paradoxal, NREM, bien que ceux-ci soient souvent moins vivides, plus fragmentés et moins mémorables. Les rêves NREM tendent à être plus conceptuels et liés aux pensées de l'éveil, tandis que les rêves REM sont plus imagés et émotionnels. Les cauchemars, une forme particulièrement intense de rêve, sont des expériences oniriques perturbantes qui provoquent des sentiments intenses de peur, d'anxiété ou d'horreur. Ils peuvent être liés à des traumatismes passés, au stress, à certains médicaments ou à des problèmes de santé mentale. Leur étude fournit des informations précieuses sur la manière dont le cerveau traite la peur et la menace. Les rêves lucides, où le rêveur est conscient qu'il est en train de rêver et peut parfois influencer le cours du rêve, représentent un domaine de recherche particulièrement fascinant. Ils offrent une opportunité unique d'explorer la conscience de soi et le contrôle cognitif dans un état altéré de conscience. Des techniques, comme la vérification de la réalité ou l'induction mnémonique de rêves lucides, MILD, sont utilisées pour induire et étudier ces expériences. L'étude des rêves lucides pourrait avoir des implications pour le traitement des cauchemars récurrents ou pour l'exploration de la créativité. Le contenu des rêves varie considérablement d'une personne à l'autre et peut être influencé par une multitude de facteurs, y compris les expériences récentes, les émotions, les préoccupations quotidiennes, la culture et même l'alimentation ou certains médicaments. Des études ont montré que les rêves des individus sont souvent centrés sur des thèmes récurrents, des personnages familiers et des lieux connus, reflétant ainsi la vie éveillée du rêveur. La phénoménologie des rêves, l'étude de l'expérience subjective du rêve, est un aspect essentiel de la science des rêves. Les récits de rêve, bien que sujets à la distorsion de la mémoire, fournissent des données précieuses sur les sensations, les émotions, les interactions et les événements qui se déroulent dans le monde onirique. L'analyse thématique de vastes collections de rêves permet d'identifier des motifs récurrents et des différences interindividuelles. La science des rêves s'intéresse également aux troubles du sommeil et de l'éveil qui affectent l'expérience onirique. La narcolepsie, par exemple, est caractérisée par des accès de sommeil irrésistibles et peut s'accompagner d'hallucinations hypnogagogues à l'endormissement et hypnopompiques au réveil, souvent très vivides et oniriques. Le trouble du comportement en sommeil paradoxal, TCSP, où l'atonie musculaire normale du sommeil paradoxal est absente, conduit à des mouvements et des vocalisations en réponse aux rêves, parfois violents. Ces pathologies offrent des fenêtres uniques sur les mécanismes de génération et de régulation des rêves. La dimension culturelle des rêves est également un domaine d'étude important. Dans de nombreuses cultures autochtones, les rêves sont considérés comme des sources de sagesse, de guérison ou de guidance spirituelle.
Les chamans et les guérisseurs utilisent souvent les rêves dans leur pratique. La façon dont les rêves sont interprétés, racontés et valorisés varie considérablement à travers le monde, soulignant l'interaction complexe entre la biologie du rêve et les constructions sociales et culturelles. Malgré les avancées significatives, de nombreuses questions concernant les rêves demeurent sans réponse. La question de savoir pourquoi nous rêvons, au-delà des fonctions spécifiques identifiées, reste un sujet de débat. La nature exacte de la conscience pendant le rêve, la façon dont le cerveau crée des mondes virtuels aussi complexes et la signification des symboles oniriques sont des mystères persistants. La recherche future en sciences des rêves continuera d'intégrer des approches multidisciplinaires, combinant la neuroimagerie avancée, la psychologie cognitive, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour analyser des vastes ensembles de données de rêve. L'étude des biomarqueurs du rêve, des marqueurs génétiques et des influences environnementales promettent d'apporter de nouvelles perspectives. Les interfaces cerveau-ordinateur pourraient un jour permettre une exploration plus directe et objective des expériences oniriques. En somme, la science des rêves est un domaine dynamique et en constante évolution, cherchant à percer les mystères de cette part de notre vie mentale. Des mécanismes cellulaires aux fonctions cognitives complexes, de l'individu à la culture, les rêves offrent un terrain fertile pour la compréhension de l'esprit humain et de sa relation avec le cerveau. Loin d'être de simples épiphénomènes du sommeil, les rêves sont des manifestations profondes de notre psyché, jouant des rôles essentiels dans la mémoire, l'émotion, la créativité et peut-être même dans la construction de notre identité. Leur étude continue de nous révéler les profondeurs insoupçonnées de la conscience humaine. L'art de rêver éveillé, ou les rêveries, constitue un domaine fascinant de l'expérience humaine, une activité mentale omniprésente et souvent sous-estimée. Il ne s'agit pas d'un simple vagabondage de l'esprit, mais d'un processus cognitif complexe, un état intermédiaire entre l'attention focalisée et le sommeil, riche en implications psychologiques, créatives et même neuroscientifiques. Historiquement, la rêverie a été perçue de diverses manières. Dans certaines traditions philosophiques et spirituelles, elle était considérée comme une porte vers l'introspection, une voie d'accès à des vérités intérieures ou à des états de conscience altérés. Les poètes et les artistes, quant à eux, l'ont souvent célébrée comme la source première de l'inspiration, l'incubateur des idées les plus audacieuses et des visions les plus profondes. Cependant, à d'autres époques, notamment avec l'avènement de l'industrialisation et la valorisation de la productivité, la rêverie a été stigmatisée comme une perte de temps, une forme de paresse mentale, un signe de distraction et de manque de discipline. Cette dualité de perception souligne la complexité de son rôle dans nos vies. D'un point de vue psychologique, la rêverie est souvent associée au concept de mode par défaut du cerveau. Lorsque nous ne sommes pas activement engagés dans une tâche spécifique, notre cerveau ne s'arrête pas pour autant. Il bascule dans un réseau d'air cérébral qui s'active de concert et qui sont impliqués dans des processus tels que la mémoire autobiographique, la projection future, la théorie de l'esprit, la capacité à comprendre les pensées et les intentions des autres, et la navigation sociale. Ce réseau, connu sous le nom de réseau du mode par défaut, RMD, est particulièrement actif pendant la rêverie, ce qui suggère que cette activité mentale n'est pas aléatoire, mais qu'elle remplit des fonctions importantes pour notre bien-être mental et notre adaptation. Les contenus de la rêverie sont d'une variété extraordinaire. Ils peuvent prendre la forme de simulations mentales de scénarios futurs, qu'ils soient agréables ou anxiogènes. Par exemple, une personne peut imaginer une conversation difficile qu'elle devra avoir ou au contraire une réussite professionnelle future. La rêverie peut également être une relecture du passé, une reviviscence de souvenirs, parfois embellis, parfois teintés de regrets. Elle peut se manifester par des fantasmes élaborés, des mondes imaginaires entièrement construits, des dialogues intérieurs avec des personnages réels ou fictifs. Ces voyages intérieurs sont souvent égocentriques, centrés sur nos propres désirs, peurs, aspirations et préoccupations, mais ils peuvent également nous permettre de mieux comprendre les perspectives des autres, en nous mettant à leur place dans notre imagination. La nature spontanée de la rêverie est l'une de ses caractéristiques les plus intrigantes. Elle émerge souvent sans effort conscient, s'immisçant dans nos pensées même lorsque nous tentons de nous concentrer. Ce caractère involontaire a conduit certains à la considérer comme une sorte de flux de conscience non dirigé. Cependant, il est également possible d'entrer délibérément dans un état de rêverie, par exemple en se promenant sans but, en observant les nuages ou en écoutant de la musique. Cette distinction entre rêverie spontanée et rêverie délibérée est importante, car elle révèle la flexibilité de cette capacité cognitive. Les fonctions de la rêverie sont multiples et essentielles. Une des fonctions primordiales est la résolution de problèmes.
Souvent, lorsqu'une personne est confrontée à une difficulté, la solution ne se présente pas immédiatement à son esprit conscient. En laissant l'esprit vagabonder, en s'engageant dans la rêverie, des connexions inattendues peuvent se former, des associations d'idées insoupçonnées peuvent émerger, conduisant à des éclaircissements ou à des solutions créatives. Ce phénomène est souvent décrit comme l'incubation, où le cerveau continue de travailler sur un problème en arrière-plan, même lorsque l'attention consciente est détournée. La planification future est une autre fonction cruciale. La capacité à anticiper et à simuler des événements futurs est un avantage évolutif majeur. La rêverie permet de tester mentalement différents scénarios, d'évaluer les conséquences de diverses actions et de se préparer psychologiquement à des situations potentielles. Cela inclut la planification d'objectifs à long terme, la réflexion sur des parcours de carrière ou l'anticipation de conversations importantes. Sur le plan émotionnel, la rêverie peut servir de régulateur. Elle peut être une échappatoire face à une réalité stressante ou ennuyeuse, un moyen de se consoler ou de se projeter dans des situations plus agréables. Elle peut également être un espace pour l'expression et la gestion des émotions non résolues, permettant de revisiter des expériences passées et d'y apporter un sens nouveau. La rêverie peut même jouer un rôle dans le processus de deuil, en permettant de maintenir un lien imaginaire avec des êtres chers disparus. La créativité est intrinsèquement liée à la rêverie. De nombreux artistes, écrivains, musiciens et scientifiques ont rapporté que leurs idées les plus originales leur sont venues pendant des périodes de rêverie loin de toute pression ou contrainte. L'absence de jugement et la liberté d'association d'idées caractéristiques de la rêverie sont propices à l'émergence de pensées novatrices et inattendues. Les contraintes du monde réel sont suspendues, permettant à l'imagination de s'épanouir sans entrave. Du point de vue neuroscientifique, les études d'imagerie cérébrale ont montré que différentes régions du cerveau s'activent pendant la rêverie. Outre le réseau du mode par défaut, d'autres réseaux tels que le réseau de Science qui détecte les stimuli pertinents et le réseau exécutif central qui gère l'attention et le contrôle cognitif sont également impliqués. La dynamique entre ces réseaux est complexe. Il semblerait que le cerveau alterne entre des périodes de rêverie et des périodes d'attention focalisée, chaque état ayant son importance pour le fonctionnement cognitif global. Les variations individuelles dans la propension à la rêverie sont notables. Certaines personnes sont des rêveurs invétérés, passant une grande partie de leur temps éveillés dans leur monde intérieur, tandis que d'autres sont plus ancrés dans la réalité présente. Ces différences peuvent être influencées par des facteurs génétiques, des traits de personnalité, des expériences de vie et même des différences culturelles. La capacité à s'engager dans une rêverie productive est également un facteur. Certaines rêveries peuvent être bénéfiques, menant à la créativité et à la résolution de problèmes, tandis que d'autres peuvent être plus ruminatives, contribuant à l'anxiété et à la dépression. Il est important de distinguer la rêverie de la distraction. Bien que les deux impliquent un détachement de la tâche présente, la rêverie est souvent caractérisée par une activité mentale interne riche et structurée, tandis que la distraction peut être plus fragmentée et moins productive. La rêverie peut être une forme de repos mental actif, permettant au cerveau de se ressourcer et de consolider des informations. Les implications éducatives de la rêverie sont également à considérer. Dans un environnement scolaire où l'accent est mis sur l'attention soutenue et la mémorisation, la rêverie est souvent perçue comme un obstacle à l'apprentissage. Cependant, il est possible que des moments de rêverie contrôlés ou guidés puissent faciliter la créativité, la pensée divergente et la consolidation des connaissances. La capacité à permettre des pauses mentales, à laisser l'esprit vagabonder après une période d'apprentissage intense, pourrait en réalité optimiser les processus d'acquisition de nouvelles informations. En milieu professionnel, la valorisation de la rêverie commence à émerger. Des entreprises innovantes reconnaissent l'importance de laisser aux employés des moments de temps libre pour la réflexion et l'incubation d'idées, plutôt que de les soumettre à une pression constante de productivité immédiate. Des environnements de travail qui encouragent la flânerie mentale, les promenades ou les pauses contemplatives peuvent favoriser l'émergence de solutions créatives et d'innovation. La pratique consciente de la rêverie ou la culture de la rêverie pourrait être bénéfique. Cela implique de se ménager des moments et des espaces propices à cette activité mentale sans jugement ni contrainte. Cela peut se traduire par des promenades solitaires, des moments de contemplation de la nature, l'écoute de musique sans autre occupation ou simplement des instants de silence et d'introspection. La pleine conscience, bien que souvent associée à une focalisation sur l'instant présent, peut également offrir un cadre pour observer les contenus de la rêverie sans y s'attacher, permettant ainsi une meilleure compréhension de nos propres processus mentaux. La rêverie n'est pas une fuite de la réalité, mais une exploration de ses multiples dimensions intérieures. Elle est un témoignage de la richesse de notre vie mentale, une capacité fondamentale qui nous permet de nous projeter, de nous souvenir, de créer et de nous comprendre. L'étude des rêveries
phénomène aussi universel qu'intime, révèlent une profondeur insoupçonnée, une tapisserie complexe tissée dans le tissu même de la conscience humaine. Leur héritage ne se limite pas à des épiphénomènes passagers, mais s'étend à des strates fondamentales de notre psychisme, influençant la créativité, la mémoire, la résolution de problèmes et même notre perception de la réalité. Comprendre les rêveries, c'est entreprendre un voyage à travers les méandres de l'esprit, explorant ses architectures les plus subtiles et ses fonctions les plus essentielles. Historiquement, les rêveries ont souvent été marginalisées ou mal comprises, parfois considérées comme des distractions futiles, voire des symptômes d'un manque de concentration. Pourtant, de nombreux penseurs et artistes, de Platon à Proust, en passant par les romantiques allemands, ont reconnu leur valeur intrinsèque. Platon, dans ses allégories, évoquait des mondes idéaux accessibles par la contemplation, une forme de rêverie philosophique. Les poètes romantiques, quant à eux, célébraient l'imagination et l'errance de l'esprit comme des portes vers la vérité et la beauté, des véhicules pour l'inspiration et la découverte intérieure. Ces premières intuitions, souvent poétiques ou philosophiques, ont jeté les bases d'une appréciation plus nuancée de ce phénomène. Le terme même de rêverie englobe une multitude d'expériences. Il ne s'agit pas seulement d'une divagation passive de l'esprit. On peut distinguer les rêveries diurnes, souvent associées à l'ennui ou à des moments de détente, des rêveries plus actives, celles qui se manifestent lors d'activités créatives, de réflexion profonde ou de méditation. Les premières peuvent consister en une errance mentale sans but précis, une succession d'images, de pensées et de souvenirs qui se juxtaposent sans logique apparente. Les secondes, en revanche, peuvent être orientées vers la résolution d'un problème, la conceptualisation d'une idée ou l'élaboration d'un scénario imaginaire. La distinction est subtile, mais cruciale pour saisir la richesse de ce domaine. D'un point de vue psychologique, l'héritage des rêveries est immense. Elles sont intimement liées au fonctionnement du réseau du mode par défaut, RMD, un ensemble de régions cérébrales qui s'activent lorsque l'esprit n'est pas engagé dans une tâche externe spécifique. Ce RMD est impliqué dans la planification future, la remémoration de souvenirs, la compréhension sociale et l'autoréflexion. Lorsque nous nous perdons dans nos pensées, c'est souvent le RMD qui est en pleine effervescence. Cette activation n'est pas un signe de paresse cérébrale, mais plutôt d'un travail interne intense, essentiel à la consolidation des apprentissages et à la construction de notre identité narrative. Les rêveries jouent un rôle fondamental dans la créativité. De nombreux artistes, écrivains et scientifiques ont rapporté que leurs idées les plus novatrices leur sont venues lors de moments de rêverie. L'esprit, libéré des contraintes de la pensée logique et séquentielle, peut établir des connexions inattendues entre des concepts apparemment disparates. C'est dans cet espace de liberté mentale que des associations originales peuvent émerger, menant à des percées artistiques ou scientifiques. La pensée divergente, souvent associée à la créativité, est fortement favorisée par les rêveries, permettant d'explorer une multitude de solutions et de perspectives. La mémoire est un autre domaine profondément influencé par les rêveries. Lorsque nous nous remémorons des événements passés, en particulier ceux qui ont une forte charge émotionnelle, nous nous engageons souvent dans une forme de rêverie rétrospective. Nous reconstruisons des scènes, nous revivons des sensations, nous réinterprétons des dialogues. Ce processus n'est pas une simple récupération d'informations, mais une recréation dynamique qui consolide nos souvenirs et leur donne un sens. Les rêveries peuvent ainsi servir de catalyseur pour l'intégration de nouvelles expériences dans notre réseau mémoriel existant, enrichissant notre compréhension de notre propre histoire. La résolution de problèmes est également facilitée par les rêveries. Face à une difficulté, la pensée consciente peut parfois se heurter à des impasses. C'est alors que l'esprit, en se détournant temporairement du problème, peut explorer des voies alternatives de manière inconsciente ou semi-consciente. De nombreuses anecdotes de découvertes scientifiques montrent des chercheurs ayant trouvé la solution à un problème complexe après un moment de détente, de marche ou de sommeil léger, période propice à la rêverie. L'effet d'incubation, bien connu en psychologie, où une idée mature émerge après une période d'oubli relatif, est étroitement lié à ce processus. Sur le plan émotionnel, les rêveries offrent un espace de traitement et de régulation. Elles peuvent servir d'exutoire pour des émotions refoulées, permettant d'explorer des scénarios imaginaires pour anticiper des situations ou pour se préparer à des événements futurs. Les rêveries compensatoires permettent de vivre des expériences non réalisées dans la réalité, offrant un certain soulagement ou une forme de satisfaction.
Pourtant, il est important de noter que les rêveries peuvent aussi être le siège de ruminations négatives, d'angoisse ou d'obsession, soulignant leur nature à double tranchant. La qualité et le contenu des rêveries peut donc être un indicateur de notre bien-être émotionnel. L'impact des rêveries sur notre perception du temps est également significatif. Lorsque nous sommes plongés dans une rêverie profonde, le temps semble parfois s'écouler différemment. Quelques minutes peuvent sembler des heures, et inversement, des heures peuvent passer inaperçues. Cette distorsion temporelle témoigne de l'immersion totale de l'esprit dans son monde intérieur, où les horloges externes perdent de leur pertinence. Cette expérience de suspension du temps est souvent associée à des états de flow ou de concentration intense où l'individu est entièrement absorbé par son activité. Philosophiquement, les rêveries soulèvent des questions fondamentales sur la nature de la conscience et la distinction entre le réel et l'imaginaire. Si une grande partie de notre vie mentale se déroule dans un espace intérieur non directement lié à la perception sensorielle immédiate, alors la réalité objective n'est peut-être qu'une des facettes de notre existence humaine. Les rêveries nous rappellent que nous sommes des êtres narratifs, constamment en train de construire et de reconstruire notre propre histoire et celle du monde qui nous entoure. Elles soulignent la plasticité de notre esprit et sa capacité à créer des mondes parallèles, des scénarios alternatifs, des possibilités infinies. L'héritage culturel des rêveries est visible dans toutes les formes d'expression humaine. La littérature en particulier est un terrain fertile pour l'exploration des rêveries. De À la recherche du temps perdu de Proust, où la réminiscence involontaire est le moteur de toute l'œuvre, au roman de Virginia Woolf, où le flux de conscience imite la divagation mentale, les écrivains ont cherché à capturer la texture et la complexité des rêveries. La poésie, par sa nature même, est souvent une transcription de ces états contemplatifs, cherchant à exprimer l'ineffable et le fugace. Les arts visuels, la musique et même l'architecture peuvent également être interprétés comme des manifestations externalisées de rêverie. Une peinture abstraite peut évoquer des émotions et des associations d'idées qui se déroulent dans l'esprit du spectateur, de la même manière qu'une rêverie. Une composition musicale peut transporter l'auditeur dans un état de méditation ou d'errance mentale. Un jardin zen, conçu pour la contemplation, est une invitation explicite à la rêverie. Enfin, l'étude des rêveries a des implications pratiques considérables. En psychothérapie, l'exploration des rêveries dirigées ou des associations libres est un outil précieux pour comprendre les motivations inconscientes et les conflits intérieurs. Dans le domaine de l'éducation, encourager des moments de pensée oisive peut favoriser la créativité et la consolidation des apprentissages. Dans le monde du travail, reconnaître la valeur des pauses mentales et des moments de contemplation peut améliorer la productivité et le bien-être des employés. La capacité à rêver est une faculté humaine fondamentale, un héritage évolutif qui a probablement contribué à notre survie et à notre développement en tant qu'espèce. C'est un espace de liberté, d'exploration et de renouvellement où l'esprit peut se ressourcer, se réorganiser et se réinventer. L'héritage des rêveries est donc une constante, une force silencieuse mais puissante qui façonne notre expérience intérieure et notre interaction avec le monde. Il s'agit d'une dimension essentielle de l'existence humaine dont la reconnaissance et la compréhension continuent de s'approfondir.